Bonjour à tous, on continue le système reproducteur. Nous allons voir ce qui caractérise plus particulièrement les aspects relationnels autour de la sexualité des humains. Et nous allons voir également comment évolue, comment se crée et comment évolue l'embryon puis le fœtus à l'intérieur de l'utérus. On commence par rappeler que en tant qu'espèce vivante, les humains ont une particularité, ils se sont surtout développés grâce à leur relation entre les individus. Donc, nous sommes une espèce sociale et nous créons des liens avec notre entourage. Alors ça va affecter notre sexualité, car notre sexualité se fait notablement à travers des liens affectifs. Une fois qu'une intimité est établie avec un partenaire, eh bien il peut y avoir une intimité qui se met en place et éventuellement un besoin de créer des situations amoureuses et sexuelles qui vont d'ailleurs renforcer les liens affectifs. Alors ce besoin sexuel n'est pas là à la base quand on est jeune, il apparaît au moment de la puberté. Il est notamment dû à l'apparition de nouvelles hormones qu'on a déjà décrites et qui vont créer ce que l'on appelle la libido, c'est-à-dire un besoin ou une envie d'avoir des rapports sexuels, de se rapprocher d'autres individus. Et il est important de savoir que cette libido ne se développe pas au même rythme pour tout le monde. Donc il faut respecter l'évolution de la libido de chaque personne. Alors une fois que les deux individus se sentent prêts à avoir des rapports sexuels, il est quand même important de savoir que la notion de respect est primordiale entre deux individus. Donc si un garçon et une fille veulent entrer en relation, avoir des moments complices, intimes, et l'un des deux seulement, par exemple, voudrait aller un peu plus loin au niveau des rapports sexuels, il est clairement nécessaire que l'autre individu ait également envie d'avoir ces rapports sexuels. Et à ce niveau-là, la loi est assez claire au niveau du consentement. Si l'un des deux ne donne pas son accord de manière éclairée, il ne peut pas y avoir de rapport sexuel. Un rapport sexuel doit être fait avec l'accord des deux individus et un consentement qui soit fait en toute connaissance de cause et en ayant l'esprit clair. Alors une fois que les deux partenaires sont prêts et qu'ils veulent avoir une expérience sexuelle, évidemment, les premières relations sexuelles peuvent être relativement compliquées et stressantes. Donc il est important d'avoir conscience de son manque d'expérience. Et c'est la raison pour laquelle l'intimité, la confiance qu'on a pu établir au moment des liens affectifs va aider à la découverte de la sexualité pour qu'elle se déroule du mieux possible. Alors une fois que on est à l'aise, eh bien on peut avoir des relations sexuelles comme on le souhaite, du moment encore une fois que on est dans le respect et dans le consentement. Donc tout acte sexuel peut être pratiqué si les deux individus se sentent à l'aise et ont du plaisir dans cet acte sexuel et qu'ils prennent la décision ensemble, en communiquant et en se respectant l'un et l'autre. Cependant, l'objectif est avant tout d'avoir du plaisir et on se rappellera qu'il est très important de se protéger. On parlera dans le prochain cours des affections qui peuvent être transmises sexuellement et des problèmes aussi de conception d'enfants qu'on veut éviter quand on est jeune. Donc la nécessité d'avoir un moyen de contraception efficace au moment de ces rapports sexuels. Alors on va quand même faire une petite parenthèse sur la pornographie à laquelle les jeunes notamment ont accès, en fait tout le monde y a accès. La pornographie pose des problèmes au niveau de la représentation qu'on peut avoir de la sexualité. Tout d'abord car le corps des individus qu'on voit dans les vidéos de pornographie ne sont pas représentatifs de la réalité des personnes, des gens en général. Donc ça peut créer des complexes et on peut penser qu'on n'est pas normal et qu'on a un corps qui n'est pas le corps idéal. Alors pas du tout, en fait ce sont les personnes qui font ce genre de vidéos qui ont un corps qui est retravaillé
que ce soit au niveau des parties génitales ou même de leur musculature ou de leur poitrine ou des jambes, etc. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les rapports sexuels sont très souvent démontrés dans des situations explicites rapides sans qu'il y ait les préparations aux rapports sexuels avec les préliminaires, les câlins, les bisous, les caresses qui peuvent être nécessaires avant les actes sexuels à proprement parler. Et enfin, la pornographie est essentiellement axée sur le plaisir des hommes et il est important que les partenaires, s'il y a des femmes, puissent avoir également le plaisir et atteindre l'orgasme éventuellement pendant leur rapport et non pas seulement les hommes. Alors, une fois qu'on a eu des rapports sexuels et qu'on a pris du plaisir, eh bien, au bout de quelques années bien sûr, on peut avoir envie d'avoir des enfants. Donc, cette décision va se prendre à deux, évidemment. Et après vient le calcul en fait du bon moment pour avoir la possibilité d'une fécondation. Donc, normalement, mais il suffit d'avoir une vie sexuelle fréquente et ça finit peut-être par arriver. Sinon, on se rappellera qu'il y a un moment plus propice si on est rendu à calculer les journées. Donc le moment de l'ovulation est entouré de journées appelées de grande fertilité, on l'avait déjà vu. Donc 3 à 4 jours avant l'ovulation et 2 à 3 jours après. Donc lorsqu'on cherche à avoir un enfant, c'est une période dans laquelle on va cibler des rapports sexuels, et lorsqu'on veut éviter d'avoir des enfants, c'est une période pendant laquelle il faut éviter d'avoir des rapports sexuels. Alors une fois qu'on a eu un rapport sexuel non protégé et que un spermatozoïde arrive à féconder un ovule, on va avoir la formation de ce qu'on appelle un zygote, qui plus tard, si tout va bien, grandira et deviendra un fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. On note au passage que il y a parfois un problème de fécondité, le couple n'arrive pas à avoir d'enfants et il est assez fréquent que le problème vienne des spermatozoïdes. Donc qu'il n'y ait pas assez de sperme et donc de spermatozoïdes, ou qu'il n'y ait pas de spermatozoïdes fonctionnels. Donc il arrive souvent que des spermatozoïdes se retrouvent à l'intérieur du sperme en ayant des déformations et qui les rendent incapables de fusionner ou d'avancer ou de fusionner avec l'ovule. Donc ça peut se vérifier évidemment en laboratoire s'il y a un problème de stérilité. On peut aller vérifier si c'est un problème de spermatozoïde. Alors une fois que le spermatozoïde a fécondé l'ovule, on l'a vu, ça va créer un zygote avec le mélange du matériel génétique des deux individus. Et ensuite, l'ovule va commencer à initier des divisions cellulaires. Alors habituellement, la rencontre se fait à l'intérieur de la trompe de Fallope, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Et puis on va commencer à observer des divisions cellulaires à l'intérieur de l'ovule, pendant qu'il continue d'avancer pour se rendre sur l'endomètre de l'utérus. On appelle le paquet de cellules qui découle des 3, 4, 5 premières divisions cellulaires morula. Par la suite, lorsqu'il y a une évolution et que quelques cellules commencent à se différencier, on va l'appeler le blastocyste. Ce blastocyste va s'installer à l'intérieur de l'endomètre. On appelle ce phénomène la nidation et on va tranquillement avoir apparaître l'embryon qui se développera pendant plusieurs semaines. Au bout de 3 mois, on considère que l'embryon est très développé et on l'appelle maintenant fœtus. Alors, à l'intérieur du fœtus, il y a des cellules spécialisées, on a différents tissus, on se retrouve avec, évidemment, un début de squelette, les membres sont apparents et la plupart des cellules nerveuses, en tout cas du système central, ont commencé à être mises en place. Au niveau du sexe, il n'y a pas encore de nette différenciation, même s'il est possible, par échographie, de savoir si on va avoir un garçon ou une fille. Alors évidemment, ça prend de l'expérience, mais on peut différencier un garçon d'une fille, même s'il y a encore un bourgeon sexuel, en regardant l'orientation de la grande ligne qui apparaît dans le bourgeon sexuel ici. Donc on voit la ligne, elle est parallèle à la colonne vertébrale, ce qui caractérise une fille, alors que la ligne ici du bourgeon sexuel a commencé à créer un angle avec la colonne vertébrale, ce qui sera signe qu'on a un petit garçon qui s'en vient. Donc
Le fœtus se développe à l'intérieur du ventre de la mère dans l'utérus. On a déjà vu qu'il se développait dans une petite poche, un sac qui s'appelle le sac amniotique, on y reviendra après. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que évidemment ce bébé ne se fabrique pas tout seul et qu'il a besoin de nutriments, de substances, de molécules pour créer ces nouvelles cellules. Alors tous les nutriments dont il a besoin viennent en fait de la mère. Donc à l'intérieur de son sac, le bébé est relié à la mère par son cordon ombilical qui arrive à son nombril, et ce cordon va s'accrocher à un organe qui s'appelle le placenta. Le placenta est créé en même temps que le bébé au fur et à mesure de l'évolution dans le ventre de la mère, et le placenta va servir de filtre. Il va permettre de déterminer qu'est-ce qu'on peut envoyer, quelles sont les substances chimiques, les nutriments, les anticorps ou même le dioxygène dont a besoin un bébé qu'on va envoyer dans le cordon ombilical, et il va également récupérer les déchets cellulaires du bébé ainsi que son dioxyde de carbone pour les évacuer dans le sang de la mère. On revoit ce qui avait déjà été présenté dans un autre cours rapidement, que le fœtus et le bébé est placé dans un petit sac, une petite poche protectrice qui s'appelle le sac amniotique, et qu'il est même recouvert, en fait le sac est rempli d'eau, de liquide plus particulièrement qu'on appelle le liquide amniotique, qui notamment protège des chocs et peut également permettre de maintenir une bonne hydratation évidemment des cellules. À noter que c'est ce liquide qu'on va prélever en cas de suspicion de problème dans le développement de l'enfant. Donc on le fait pas à chaque fois évidemment, mais si jamais on suspecte qu'il y a un problème, on peut aller vérifier, notamment le matériel génétique de l'enfant. On va aller prélever un peu de liquide amniotique par un processus qui s'appelle une amniosynthèse, et dans ce liquide il devrait y avoir quelques cellules de l'enfant, ce qui nous permettra d'étudier son matériel génétique et voir s'il y a des maladies reliées à ces gènes. Il est possible que 2 fœtus se développent en même temps, voire même 3, mais on va y aller avec 2 fœtus. Donc première situation, 2 ovules ont été créés au moment du cycle folliculaire. Au moment de l'ovulation, il y avait 2 follicules de Graaff et 2 ovules ont été libérés. Alors ces 2 ovules ont chacun été fécondés par un spermatozoïde, et bien chacun d'entre eux va entraîner la création d'un fœtus, d'un embryon plus d'un fœtus. Donc chacun des deux va s'installer dans l'endomètre avec son propre placenta, et on aura des jumeaux qui ne seront pas identiques. Ce sont 2 frères et sœurs, comme 2 frères et sœurs qui ne seraient pas nés le même jour. Il est par contre possible qu'un seul spermatozoïde ait fécondé un ovule et qu'il y ait une séparation des 2 cellules de départ qui ont été créées au moment de la création de la morula, et à ce moment-là on se retrouve avec 2 paquets de cellules qui sont séparés, qui contiennent le même matériel génétique et qui vont chacun de leur côté développer un embryon puis un fœtus. On se retrouve en fait avec 2 clones génétiques qui se créent chacun de leur côté, et ce sont des jumeaux identiques, donc qui peuvent être créés. Alors il y a après plusieurs possibilités. Ils peuvent par exemple partager le même placenta, mais et en étant chacun dans une poche séparée, et peu importe, la situation est la même, on se retrouve avec 2 enfants qui auront le même matériel génétique et qui seront parfaitement identiques. À noter au passage que malheureusement, certaines fois, les grossesses ne se développent pas comme prévu, et que dans les premières semaines, le corps peut rejeter l'embryon. Donc c'est très souvent dû à une anomalie de développement qui a été détectée par le corps et qui va entraîner le rejet donc du paquet de cellules qui était en formation. On sait que ça peut être dû par exemple à une trisomie, c'est-à-dire que on avait trop de chromosomes, 3 chromosomes de la même sorte, qui allait entraîner un développement relativement difforme ou non viable de l'enfant. Donc le corps l'a rejeté. On appelle ces événements des fausses couches. On a déjà parlé de l'accouchement, on y revient rapidement. L'accouchement, eh bien, c'est quand l'enfant est à terme. Donc habituellement, on a la rupture du sac amniotique qui va déverser le liquide amniotique, on appelle ça la perte des os. On a déjà parlé de la dilatation et de l'effacement du col de l'utérus. Et bien au moment de l'accouchement, les muscles utérins font sortir le bébé, et on notera évidemment que le placenta devra sortir par la suite. Même si on a sorti le bébé et qu'on a coupé le cordon, eh bien il va falloir que cet organe soit évacué. Il va sortir un petit peu plus tard pendant l'accouchement, suite à l'accouchement.
On finit avec l'allaitement. Pendant la grossesse, la poitrine de la maman s'est a gonflé, a pris du volume, parce que ses lobes mammaires se sont remplis de lait, tout simplement. Et le bébé va pouvoir aspirer le lait qui vient des canaux lactifères grâce aux mamelons, qui sont eux-mêmes entourés de l'aréole. Voilà pour le cours sur